Honorable Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est pour moi le plus grand honneur ce matin de prendre la parole devant cet auguste tribunal à la suite de celui-là même qui a tenu ma main pour ce noble métier qu'est l'enseignement universitaire et les prétoires. Maître Hamidou Bari et Maître Alseni Ba. Comme de coutume, je peux vous rassurer que je ne serai pas long. Je suis là à la suite de Maître Hamidou Bari pour représenter les intérêts des partis civils que sont Mamadou Boboba, Ami Diop et plusieurs autres. Je m'en voudrais de ne pas m'incliner pour le repos des mémoires des disparus et pour le soulagement des victimes de ce jour fatidique du 28 septembre 2009, où la Guinée a courbé l'échine. Mais une chose est de tomber, l'autre chose est de se relever. À travers votre auguste tribunal, depuis le 28 septembre 2022, la Guinée s'est dressée à la face du monde et a entamé les premiers points d'une réconciliation nationale qui est la recherche de la vérité et de la justice. Monsieur le Président, honorable assesseur, nous savons très bien que les deux phases de la justice pénale internationale, c'est la modalité nationale que vous constituez. À défaut, les tribunaux internationaux, particulièrement représentés par la Cour pénale internationale. En dehors d'une capacité ou d'une volonté, ce procès allait se retrouver loin de nous et manquer par la même occasion son aspect pédagogique. C'est le lieu. L'ingratitude n'est pas le propre de chez nous. Je remercie le chef de l'État pour avoir manifesté cette volonté, général Doumbouya, dont les instructions ont été suivies par le ministre Charles Wright. Travail qui va être continué avec le ministre Yaya Kairaba-Kaba. Monsieur le Président, je salue le courage de nos confrères de la défense. Défendre, c'est parfois un travail très ingrat. Ils ont mené avec brio. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Défendre le droit et la vérité. Chers confrères, soyez-en remerciés. J'ai souvent été de votre côté. Je sais ce que ça vaut, tant pour le public qu'envers les personnes que vous défendez. Monsieur le Président, un remerciement particulier doit aller également
à l'endroit de la partie civile. Ses confrères et consoeurs ont porté ce fardeau durant de longues années, sans même savoir que un procès pourrait avoir lieu, n'ayant que ces victimes, ces pauvres victimes, devant eux, et sans avoir les mots justes souvent pour les consoler. Soyez-en remerciés sans exception. Monsieur le Président, nous avons eu un ministère public respectueux des droits de la défense. Dès le premier jour, un mot a été retiré ici sur le champ, sous la direction de Monsieur le procureur de la République. Et tout le long, Monsieur le procureur de la République et ses substituts ont fait preuve d'attention et de respect. Nous savons également que plusieurs personnes travaillent dans l'ombre. C'est votre service de greffe, ce sont les médias, la sécurité, les gens du projet. Soyez-en également remerciés. Nous rendons hommage à nos parents, à notre famille, à nos maîtres. J'ai cité les deux principaux, mais je voudrais de ne pas citer le professeur Théodore Olo qui nous a encadrés au DEA, la professeure Carmen Lavallée à la thèse au Canada, Karamoko Samba qui nous a enseigné le Coran, et à travers eux, toutes les personnes qui nous ont enseigné, qui nous enseigneront également. Monsieur le Président, assez souvent on garde la bonne chose pour la fin. C'est pour moi un grand honneur de vous voir ici, présider avec fermeté, mais avec sagesse, cet important tribunal. Ce procès historique, le premier du genre, pour juger les crimes les plus graves. Monsieur le Président, ces hommages s'adressent également à vos assesseurs, titulaires comme suppléants. J'ose espérer qu'un moment, puisqu'il est souvent dit que la Guinée n'est pas représentée dans les juridictions internationales, dans un proche avenir, j'ose espérer vous voir tous et toutes au sein de ces juridictions internationales pour délivrer à bon droit la justice. Monsieur le Président, ces exposés liminaires nous permettent de vous présenter l'ossature de notre intervention. Je persiste encore à dire qu'elle ne sera pas longue. Nous allons rapidement survoler quelques faits, des aspects de la procédure. La question ayant été posée ici, nous reviendrons rapidement sur la compétence et la recevabilité avant de venir à l'ossature même de notre plaidoirie qui consiste fermement à indiquer que les crimes commis le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi ne sont pas des crimes ordinaires. Ce ne sont pas d'actes isolés perpétrés sur des civils isolés, mais résultent d'une politique en tout conforme à l'article 7 du statut de Rome et qui constituent des crimes contre l'humanité.
Et nous verrons également que ces crimes ne sont pas des crimes que l'on peut imputer à des entités, ce qui est contraire au droit pénal. On se souviendra que dans un jugement de Nuremberg, il était bel et bien dit que les crimes internationaux ne sont pas commis par d'entités, mais plutôt par des êtres humains. Et ce tribunal, à nos jours, que ce soit dans le cadre interne ou international, la responsabilité pénale est bel et bien individuelle. Nous reviendrons sur notre constitution de partie civile, la nature de nos réparations. Nous présenterons les prétentions finales avant de terminer par des remarques conclusives. Monsieur le Président, honorables assesseurs, le premier point concerne les faits. Je vous en ferai l'économie. Maître Hamidou Bari en a largement parlé. Cependant, il nous est loisible d'insister sur 2 à 3 petits points. Tout est parti de l'exercice par les citoyens guinéens d'un droit constitutionnellement consacré, la liberté de manifestation et de cortège, figurant à l'article 10 de la Constitution du 23 décembre 1990, qui n'ayant pas fait l'objet de suspension. Monsieur le Président, sous un régime démocratique, la seule manière pour la population de présenter ses doléances aux décideurs, eh bien, c'est l'usage pacifique de la réunion, de la manifestation et du cortège. C'est ce qu'avait fait ce jour-là la population civile guinéenne. Pour dire quoi? Pour exprimer leur opposition au consensus qui a été trouvé, celui de remettre le pouvoir dans l'ordre civil. Fin 2009, n'ayant pas eu lieu, reporté à 2010. Puisque dans la cité, on commençait, comme il a toujours été de coutume ici en Guinée, demander au président Dadis de rester, tandis que l'autre groupe demandait à partir conformément au consensus obtenu. Ce jour-là, les leaders politiques et la population dans son ensemble se sont retrouvés au stade, pacifiquement, entonnant l'hymne national, priant dans la joie et dans la gaieté. En lieu et place, Monsieur le Président, de dépêcher d'émissaires pour entendre ces doléances, ces manifestants paisibles ont été accueillis par des salves de coups de feu. Les femmes ont fait l'objet de viols et autres exactions sexuelles d'une autre nature. Les biens ont été pillés. Distinction n'a pas été faite entre vieux et jeunes, hommes et femmes. Il suffisait d'être civil pour faire l'objet d'exactions.
Monsieur le Président, la scène du crime ne s'est pas arrêtée au stade. Il s'est étendu dans les quartiers. Les exactions ne sont pas limitées dans le temps et les jours et semaines suivants. Nous avons connu des pogroms. Nous avons enregistré des fosses communes. La Guinée a certes, comme tous les pays du monde, enregistre souvent de telles tragédies. Mais de mémoire, on n'en avait pas enregistré de tels crimes en Guinée. L'ampleur de l'horreur ne concernait pas seulement les Guinéens, mais l'humanité toute entière a été secouée dans sa dignité. La dignité étant le substrat de ces droits, droits qui ne sont pas octroyés par une quelconque autorité, mais qui sont consubstantiels à l'être humain. Puisque s'agissait de l'atteinte à la dignité de l'humanité, Monsieur le Président, une sorte de levée de bouclier s'est levée à travers le monde. Donc, l'ampleur de l'horreur n'a eu d'égal que la fermeté de la communauté internationale. La communauté internationale appelée quoi? Sur le champ, la Guinée, en vertu de ses obligations, de respecter et de faire respecter les prescrits du droit international, se doit de réprimer de telles exactions. Et sur le territoire guinéen, il a été dépêché une commission internationale d'enquête chargée notamment d'établir les faits, situer les responsabilités, trouver les principaux auteurs et faire des recommandations. Monsieur le Président, permettez-moi de m'arrêter 2 mots sur la composition de cette commission, présidée par nul autre que le juge Mohamed Bedjaoui, ancien président de la CIJ, qui, avec une méthodologie qui sied aux enquêtes des Nations Unies, ne peuvent souffrir de contestation. Voilà brièvement ramassé, Monsieur le Président, les faits pour lesquels votre tribunal siège depuis bientôt 19 mois. À présent, permettez-moi d'indiquer 2 à 3 points sur la procédure. À tout point de vue, Monsieur le Président, ce procès n'est en rien différent d'un procès pénal ordinaire. Sur la base, donc, des rapports d'enquête de cette commission internationale d'enquête, comme il se doit, le parquet général a constitué un pool de juges d'instruction. Ce pool a siégé, a mené ses investigations et a eu à inculper un certain nombre de personnes sous l'accusation de responsabilité de chefs de commandement et de supérieurs hiérarchiques sur la base de l'article 28 du statut de Rome sur la Cour pénale internationale.
À la suite de cette inculpation et de l'instruction, en 2017, l'ordonnance de renvoi était disponible. Il s'en est suivi, Monsieur le Président, toutes les voies de recours. Cour d'appel, Cour suprême. Parce que nous n'étions pas d'accord que des crimes contre l'humanité soient requalifiés en crimes ordinaires. Après la Cour suprême, l'affaire est revenue ici, avec vous. Monsieur le Président, je le disais tantôt, les inconvénients ordinaires d'un procès pénal sont très courants. Vous avez eu à gérer. Un incident est arrivé, des procédures. Ici, lorsqu'on est revenu sur cette question de requalification. Nous étions en train presque de boire notre petit lait lorsque le poursuivant principal, le parquet, nous a rejoints. Le parquet qui était opposé à toute idée de crime contre l'humanité, après avoir écouté les parties, les témoins, les accusés, visionné les documents audiovisuels, le parquet, à bon droit, a sollicité une requalification des faits en crime contre l'humanité. Sollicitation que nous avions déjà fait une année auparavant. C'est à l'issue de cela, à bon droit également, Monsieur le Président, où j'avais décidé de joindre une telle décision au fond. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, à la clôture du débat, de prendre la parole devant vous. Monsieur le Président, voilà brièvement exposé la procédure qui nous réunit ici. Monsieur le Président, honorable assesseur, permettez-moi d'exposer brièvement la question des compétences et de recevabilité. La compétence de votre tribunal n'est pas à contester. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale guinéen. Également du statut de Rome, en Guinée, les infractions de crimes contre l'humanité sont connues en premier ressort par les tribunaux de première instance dans leur formation criminelle. Et c'est ce que vous constituez. Deuxièmement, pour des raisons de sécurité et autres, vous avez toute la latitude de délocaliser les audiences ailleurs. C'est ce que vous avez fait à bon droit. Troisième point, et ça a été soulevé lors des oppositions et autres pendant la question de requalification, le fait pour vous de requalifier ces faits en crime contre l'humanité ne vous dessaisit point. Nous l'avons dit tantôt en préliminaire, la répression, la prévention, la répression des crimes contre l'humanité comprennent d'abord les juridictions internes. C'est à défaut que l'on se rabatte sur le
droit, la Cour pénale internationale ou d'autres formes de juridiction. Il ne joue pas ici le principe de primauté qui a caractérisé les tribunaux pénaux internationaux du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie, avec les insuffisances et les limites attachées à un tel principe. Nous sommes en ce moment en phase du principe de complémentarité, Monsieur le Président. Ce qui nous permet de dire que vous êtes bel et bien compétent pour entendre cette présente affaire de crimes contre l'humanité et que la cause est recevable. Monsieur le Président, honorable assesseur, après ces points de compétence et cette compétence et de recevabilité, permettez-nous à présent d'évoquer la question lancinante mais fondamentale de qualification en crime contre l'humanité. Pour cela, nous allons brièvement évoquer quelques points. Et je crois que la résolution de ces points nous permet d'aller en profondeur et rapidement sur cette question. On sait très bien, quand les jeunes veulent s'orienter, ne connaissent pas les mathématiques, je vais en sciences sociales, après je ferai droit. Monsieur le Président, bien que venu des sciences sociales, le droit procède d'une logique mathématique implacable. Je crois que sa beauté réside même ici. C'est fait dans le cadre du système guinéen par rapport au droit international ne peuvent être que des crimes contre l'humanité avec une applicabilité et une invocabilité directe devant le juge national que vous êtes. Ce sont ces points que nous allons développer. L'applicabilité directe du statut de Rome en droit guinéen ou la condition tenant au système considéré. Nous l'avions souligné rapidement à la fin d'une audience ici. La répétition est pédagogique. Monsieur le Président, il est courant et ordinaire que la réception du droit international en droit interne obéit assez souvent à ces deux systèmes. Le système dualiste propre à Ancelotti et autres, et le système moniste en matière de droit international. Monsieur le Président, la Guinée obéit au système moniste. Cela signifie quoi? Que le droit international, comme le droit interne, constituent le même système. Il n'y a pas besoin de médiation législative pour qu'un traité règlement ratifié soit transposé directement dans les droits internes pour produire ses effets. Monsieur le Président, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le statut de Rome est un traité international. Ce statut a fait objet de ratification. Ce statut constitue alors, a été publié, ce statut constitue alors bel et bien du droit guinéen.
le statut de Rome fait partie de notre ordonnancement légal interne qui réprime donc les crimes contre l'humanité. Et cela est constant presque de toutes nos constitutions. N'oublions pas que la Guinée a pris part à toutes les phases de l'adoption du statut de Rome. Un des participants victimes était avec nous ici, le Premier ministre François Luceni Fall. Monsieur le Président, en conclusion, il existait bel et bien dans l'arsenal juridique guinéen une incrimination des faits constitutifs des crimes contre l'humanité. Cela tenant au système guinéen caractérisé par le monisme en matière de réception de normes internationales à normes internes. Si la Guinée a eu, en 2016, à intégrer dans le code pénal, cela ne supplante pas le fait qu'en Guinée, au moment des faits, le statut était déjà en droit interne. La Guinée l'a fait en respectant la Convention de Vienne sur les droits des traités, qui doit être observée de bonne foi, le principe pacta sunt servanda. Et observation de bonne foi peut prendre diverses formes qui peut être l'adoption de mesures législatives, administratives et autres. Mais cela ne porte pas préjudice à l'existence dans le droit interne d'un texte légal qui incrimine les crimes contre l'humanité. Monsieur le Président, cependant, ce n'est pas l'ensemble des textes d'application interne qui peuvent être invocables devant un juge. D'où le point, l'invocabilité de l'article 7 du statut de Rome devant le juge guinéen ou la condition tenant à la qualité de la norme. Le droit pénal se doit être précis. Toute provision, disposition qui figure dans un traité international qui n'est pas précis ne peut pas être invocable devant vous. Cependant, l'article 7 définit de manière claire les crimes contre l'humanité. Et en tant que tel, cette disposition est claire, elle est non équivoque. Donc, elle n'appelle pas une intervention législative. Il en est de même plusieurs autres, dont l'article 28, la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Ainsi, en particulier, il y a lieu, Monsieur le Président, de considérer que les faits du 28 septembre 2009 passent avec brio les tests nécessaires pour son application interne. Non seulement régulièrement ratifiées et publiées, deuxièmement, les dispositions invoquées sont claires, simples, limpides et non équivoques. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous honorons de rappeler la pertinence des motifs que nous avions invoqués. Les accusés ici présents l'ont été sur la base de l'article 28 du statut de Rome. C'est aussi la qualification qui était retenue à bon droit par la commission d'enquête. Il est dit, permettez-moi, une des rares fois, je vais lire, il est raisonnable de conclure que les crimes perpétrés le 28 septembre 2009 peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée systématique
lancés par la garde présidentielle, les gendarmes chargés de la lutte anti-drogue et du grand banditisme et des miliciens, entre autres, contre la population civile. La commission conclut aussi qu'il existe des raisons suffisantes de présumer une responsabilité pénale de certaines personnes nommées dans les rapports, soit directement ou soit en tant que chef militaire ou supérieur hiérarchique. À cela s'ajoute également l'examen préliminaire par le bureau de la Cour pénale internationale, bureau du procureur, le 14 octobre 2009, en vertu de l'article 15 du statut de Rome. Vous avez vu ici, c'est pourquoi je salue l'honnêteté de certains accusés ici et même des témoins. Beaucoup d'entre eux vous ont dit ici, nous reconnaissons que c'est une attaque généralisée commise par certaines forces de défense sur les populations civiles. Là, ça a été fait de manière expresse devant vous ici. C'est en cela qu'il faut saluer le fait que ce tribunal, c'est un tribunal guinéen, soit en train de juger des accusés guinéens sur des faits commis sur des Guinéens. Donc, je crois que la solution pourra être vite trouvée en vue d'une réconciliation nationale des filles et fils de ce pays. Monsieur le Président, un dernier point sur cet aspect, sur la pertinence de nos demandes antérieures de réqualification, est le fait que pour mettre fin au regard de la Cour pénale internationale, c'est la signature par les plus hautes autorités guinéennes d'un mémorandum d'accord par lequel ils rappellent, les mémorandums rappellent que des crimes ont été commis et la Guinée, en tant qu'État responsable, a pris en charge le jugement de l'affaire. Et la signature a mis la CPI en retrait de cette affaire. Chose que nous saluons. Nous avons toujours milité pour qu'il y ait des crimes contre la qualification de crime contre l'humanité. Nous n'en faisions pas l'objectif que l'affaire soit forcément jugée par la Cour pénale internationale. Nous saluons, comme je l'avais dit tantôt, la justesse également des réquisitions du ministère public. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. C'est un parquet, un ministère qui au départ était contre la qualification des crimes contre l'humanité, mais au vu des faits, au vu de leur gravité et de leur imputabilité vers les accusés, le ministère public s'est ravisé et a bon droit à demander à ce que ces faits-là soient qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous n'allons pas nous y attarder. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le ministère public, avec brio, nous espérons, fera état de ces questions-là. Donc, en tout état de cause, Monsieur le Président, nous voyons une concordance de la définition des crimes contre l'humanité avec les faits du 28 septembre 2009. L'article 7 nous dit, au fin du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre une population civile en connaissance de cette attaque. On parle de meurtre, de torture, des actes qui ont été sont poursuivis ici, au départ pour des crimes ordinaires, mais maintenant, pour nous, pour des crimes contre l'humanité. Réveillez, M. Camara. Réveillez-le. Monsieur le Président, cette définition, il importe de voir trois éléments simplement. Il faut qu'il y ait une attaque généralisée ou systématique,
il faudra qu'elle soit dirigée contre une population civile, il faut qu'il y ait le mens rea, la connaissance de cette attaque. Monsieur le Président, il est dit ici une attaque soit généralisée ou soit systématique. Mais notre cas est un cas d'école. Les faits du 28 septembre vont au-delà. Elle ne prend pas la question d'alternative. Elle cumule le caractère généralisé et systématique. Alors que la conjonction ou permettait l'un ou l'autre. Ce jour-là, comme je le disais tantôt, il suffisait d'être civil et être au stade pour faire objet de tortures, de viols et de disparitions. Et c'était également généralisé par le nombre de victimes, par le modus operandi. La nature des infractions nous fait croire que ces personnes-là qui commettaient ces actes ne le faisaient pas au hasard. Donc, première condition, il faut qu'il y ait une attaque généralisée. Et nous avons vu que si on colle au fait, l'attaque était bel et bien généralisée ou systématique. Le second point, il faut que cela soit dirigé contre une population civile. Monsieur le Président, là également, ce n'est pas pour rien, on n'écrit pas crime contre l'humanité tous les jours. Il faudrait un certain seuil. Dans la population civile, on ne vise pas des civils isolés. Le collectif prédomine ici sur l'individuel. Et on voit très bien que ce jour-là, de la présence des accusés ici, des témoins, la diversité nous fait dire qu'il ne s'agissait pas de civils isolés, mais d'un groupe de civils. Donc, ces points également est respecté dans ce cas d'école que nous appelons les massacres du 28 septembre 2009. Mais, comme on le sait, en matière pénale, l'un des éléments les plus saillants, c'est l'aspect psychologique. Il faut qu'il y ait une connaissance de cette attaque. Monsieur le Président, c'est là où intervient tout le caractère concerté, planifié de l'attaque du 28 septembre 2009. Nous avons vu ici plusieurs témoins dire que ces miliciens, ces gardes, disaient, on ne vous a pas dit de venir, donc venez pour le pouvoir, donc vous allez récolter. Donc, il y avait un soutien entre les deux groupes, les différents groupes qui attaquaient les populations civiles. C'était pour but de détruire, pour but de faire mal, pour donner une leçon. Donc ce n'était pas des crimes isolés. C'était bel et bien en connaissance d'une attaque. Donc l'élément spécifique est remarqué ici, Monsieur le Président. Également, c'est pour cela, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous l'avons vu lors des observations sur la requalification. Il a été dit que lorsque le tribunal, votre auguste tribunal, va retenir la qualification de crime contre l'humanité, c'est tout le droit pénal, ces principes fondamentaux qui vont s'écrouler. Nous voudrions solennellement vous dire ici que ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Ce procès est en toute conformité au procès juste et équitable, parce qu'il renferme les principes fondamentaux. On vous a dit, on dira que le principe de l'égalité des délits et des peines ne serait pas respecté si vous appliquez l'article 7. Nous n'avons pas à revenir là-dessus. La base légale est l'article 7 et qui est
d'application en Guinée au moment des faits. Il comble également donc l'un des principes sacro-saints, la question de non-rétroactivité de loi pénale. Nous ne demandons pas, vous le constaterez, l'application pour ces faits précis, le code pénal de 2016. Nous nous en tenons aux dispositions du statut de Rome, notamment l'article 7 et 28. Monsieur le Président, sur ce point donc de requalification, nous sollicitons encore, nous réitérons que vous puissiez retenir les accusés sous cet angle-là, puisque les faits sont imparables et imputables à eux. Ça me permet d'évoquer le point qui suit, qui est l'imputabilité sous le chef des responsabilités militaires et des supérieurs hiérarchiques. Sans m'y étendre, faisant partie du collectif de Maître Hamidou Bari, il en a largement évoqué. Nous faisons nôtre ces éléments. Sans revenir point par point sur les accusés, nous disons que pour retenir ces personnes sur cet angle, il faut l'application donc de cette disposition de l'article 28. Parce qu'il est dit ici, ce n'est pas simplement celui qui a tenu l'arme en matière de crimes de masse qui importe, mais c'est également celui qui a donné l'ordre. C'est aussi celui qui s'est abstenu. Pour être bref, nous avons vu des militaires de haut rang au stade. Celui qui a pu réussir à sauver les leaders avait la possibilité, la faculté de sauver la population civile. Monsieur le Président, le fait de ne pas savoir qu'il y ait que de crimes étaient en train de se commettre au stade, c'était une chose. Mais le fait de ne pas vouloir savoir en est une autre. Lorsqu'on est commandant militaire, on est chef de l'État, on est ministre de la Santé, avec tous les services de renseignement, quelque chose qui se déroule à quelques pas d'une présidence, on était censé connaître. Et les accusés ici présents n'ont fait que côté les leaders de Grappin, parce que simplement, si un de ces leaders mourait, je suis certain que c'est le régime qui s'écroulait. Nous sommes convaincus donc que ce ne sont pas des actes de générosité qui avaient animé les personnes qui ont extrait les leaders du stade, mais plutôt une stratégie de se maintenir au pouvoir. C'est un élément important. Et vous avez vu, Monsieur le Président, au stade, pour vous dire qu'il y avait un contrôle effectif des chefs militaires sur les supplétifs, les miliciens. À chaque fois qu'ils ont dit à un d'entre eux de cesser une exaction, l'exaction a cessé. Donc, contrairement à ce qui est avancé, que l'armée était désorganisée, l'armée était désarticulée, ce jour, ce n'était pas le cas. Donc, un des éléments qui permet de caractériser cette responsabilité des chefs militaires était là. Il y avait un contrôle effectif de ces chefs sur les subordonnés. Et ils en avaient les moyens. Tout le monde s'est étonné de voir ici, dans cette barre, des chefs militaires dire qu'il y avait une centaine de morts. Mais nous n'avons rien fait, parce que tel pourrait nous empêcher de le faire, alors que
le militaire, c'est pourquoi ils bénéficient du plus grand respect. Ils ont déjà donné leur âme à la nation. Donc ce n'était que des stratagèmes. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous voudriez bien, votre tribunal voudra bien retenir pour des faits de crimes contre l'humanité. En sus de ce venait de dire Maître Hamidou Bari et que dira certainement Maître Moumini Diallo, membre de notre collectif, le capitaine Marcel Guilabogui, le colonel Moussa Tchegoro Kamara, le commandant Aboubacar Sidiki Diakité, M. Cessé Raphaël Abba, Mamadou Aliou Keïta, capitaine Ibrahima Kamara Kalonzo, colonel Claude Pivi, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, capitaine Moussa Dadis Kamara, colonel Blaise Goumou, M. Paul Mansa Guilabogui, dans les liens de la culpabilité par application de l'article 7 et 28, en sus des éléments déjà apportés par Maître Hamidou Bari. Je ne suis pas allé en profondeur parce que je ne veux pas retenir votre auguste tribunal dans des pesanteurs kilométriques. Monsieur le Président, nous sommes là pour soigner, pour défendre, pour épauler les victimes de ces massacres. Il est certes dit que toute victime n'est pas nécessairement partie civile, mais toute partie civile est obligatoirement une victime. Maintenant, que cette victime soit directe ou indirecte. Monsieur le Président, vous avez ici les deux catégories. Des victimes directes sont venues devant vous ici, qui pour viol, qui pour blessure et autres, mais vous en avez d'autres, surtout celles qui ont perdu leurs pères et mères, frères, sœurs et enfants. Ces deux catégories se retrouvent à la présente affaire. Monsieur le Président, à l'instruction, comme ici par devant vous, ces personnes se sont régulièrement constituées partie civile. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous voudriez bien donc bien recevoir Mamadou Boboba, Ami Diop et plusieurs autres en leur constitution régulière de partie civile. Nous entamons le point concernant la nature des réparations sollicitées. Monsieur le Président, puisqu'il s'agit de crimes contre l'humanité, nous sollicitons qu'il y ait une réparation complète. Et qui dit réparation complète dit à la fois ces réparations de nature individuelle et collective. Monsieur le Président, il pourrait s'agir de soutien psychologique, d'assistance médicale, de restitution, d'allocation pécuniaire ou de mise à disposition des moyens de subsistance. Au titre de réparation collective, Monsieur le Président, la satisfaction, c'est-à-dire le simple fait de reconnaître que ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 et les jours suivants en crime contre l'humanité peut bénéficier à toute la communauté impactée par ces actes. Cela met à l'abri ces atrocités de toute stratégie révisionnisme. Monsieur le Président, après avoir relaté ainsi ces formes, permettez-nous de présenter nos prétentions finales. Également, toujours en sus de
ce que venait de dire Maître Hamidou Barry. C'est pourquoi, Monsieur le Président, premièrement, nous sollicitons vous déclarer compétent pour connaître la présente affaire et juger la cause recevable par application des dispositions du Code de procédure pénale guinéen et surtout d'appliquer les dispositions pertinentes du statut de Rome concernant les crimes contre l'humanité. Nous sollicitons ainsi de requalifier les faits en crimes contre l'humanité par application de l'article 7 et 28 du même statut. Nous prions de recevoir ainsi Mamadou Boboba, Ami Diop et plusieurs autres en leur constitution de partie civile et les déclarer bien et valablement fondés. Sur l'action publique, retenir les accusés dans les liens de culpabilité pour crimes contre l'humanité. Sur l'action civile, accorder des réparations individuelles et collectives à Mamadou Boboba, Ami Diop et autres en allouant des sommes pécuniaires telles que mentionnées par Maître Hamidou Barry et en prescrivant des mesures de non-répétition et autres conformes au statut de Rome, au Code pénal guinéen, Code de procédure pénale et condamner les accusés solidairement, indéfiniment au paiement des sommes mentionnées dans la plaidoirie de Maître Hamidou Barry. Le tout en application des articles 7 et 28 du statut de Rome, 441, 442, 487, 502 et suivants, 535, 556 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, ce sont là les prétentions légitimes, fondées des victimes des massacres, je n'ose plus l'appeler événement, du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, constitués régulièrement partie civile devant ce tribunal. Vous me permettrez, Monsieur le Président, de terminer par des remarques conclusives qui anticipent la portée de la décision à intervenir. À procès historique s'attache des effets historiques. Le massacre du 28 septembre 2009 s'inscrit également dans ce schéma. Le jugement attendu, Monsieur le Président, aura une portée nationale et internationale. Bon, je serai obligé de vous interrompre, il est déjà 14 heures. Oui, voilà, les accusés rejoignent le box, s'il vous plaît.